Mes chers amis, bien bonjour. Avant toute chose, si vous entendez du bruit en arrière-plan, c'est parce que j'ai mis la clim et elle fait un bruit pas possible. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo podcast qui va, je pense, beaucoup vous intéresser. Quand on pense Égypte ancienne, on pense aux nombreux pharaons, à ses pyramides, à sa religion et à tout ce qui constitue le patrimoine culturel de cette époque. Mais dans les pharaons, on trouve aussi quelques femmes, pas beaucoup, mais quelques-unes. Cléopâtre, contrairement à ce que l'on peut penser, n'est pas la seule reine à avoir régné sur l'Égypte. En effet, avant elle, on peut citer le cas d'Hatchepsout. Au travers d'Hatchepsout, nous allons découvrir dans cet épisode l'histoire peu connue de cette reine, mais également nous allons nous pencher sur la place de la femme au sein de cette société égyptienne. Hatshepsut est née entre le début du XVIe siècle et le début du XVe siècle avant Jésus-Christ, et elle meurt aux alentours de 1458. Pourquoi j'ai mis des dates aussi larges? C'est parce qu'en fait, d'un document à un autre, on n'a pas forcément une date très précise, donc je préfère mettre quelque chose assez large, comme ça, il n'y a pas de possibilité, on va dire, d'erreur. Même si c'est approximatif, mais il n'y a pas d'erreur. Pendant les 20 ans que dure son règne, donc on suppose que son règne a commencé plutôt dans les années 1470, aux alentours des années 1470, elle bénéficie des titres et des prérogatives d'un pharaon. Elle est la fille aînée de Thoutmôsis Ier, pharaon de la 18e dynastie, et de la reine Admosis. Quand Hatshepsut a grandi, elle est donnée en mariage à son demi-frère Thoutmôsis II, que son père avait eu avec une autre épouse à lui. Vers 1479, son mari meurt. Et c'est Thoutmôsis III, le fils que son mari a eu avec une de ses concubines, qui hérite de la couronne royale. Or, Thoutmôsis III est un nouveau-né, c'est un bébé, il ne peut donc pas régner. C'est donc Hatshepsut qui va assurer, on va dire, un rôle de régence jusqu'à sa majorité en théorie. Durant les premières années de sa régence, Hatshepsut assure ses fonctions de reine classique. Donc elle n'est pas pharaon à ce moment-là, elle est encore reine. Mais au bout de 7 ans de règne, en tant que régente, elle finit par se faire couronner pharaon, recevant également la titulature royale par excellence. Ainsi, Hatshepsut et Thoutmôsis III règnent ensemble sur l'ensemble de l'Égypte. Hatshepsut était jusque-là, comme je vous l'expliquais, une simple reine. Après cela, et pendant une très très courte période, elle va se faire représenter, et c'est ce qui va beaucoup déplaire, on le verra par la suite, avec le corps d'une femme, mais avec des attributs royaux, donc à la base réservés aux hommes. En effet, sur les portraits officiels, on la voit représentée sous les traits d'un homme paré du pagne, de la couronne royale ou de la coiffe de lin et de la barbe postiche. Pour ceux qui ne voient pas ce qu'est la couronne royale de l'époque, c'est normalement l'Opshent, c'est-à-dire la couronne qui représente la haute et la basse Égypte. Et la coiffe de lin, c'est cette coiffe, normalement, si je ne dis pas de bêtises, qui recouvre toute la tête et qui descend jusque-là. Son règne comme pharaon dure à peu près une vingtaine d'années. Ce règne repose en partie sur un petit groupe de dignitaires proches d'Hatshepsut, que celle-ci va prendre soin et va mettre aux fonctions les plus importantes. Le but étant de s'entourer de personnages de confiance, dans le but de ne pas se faire trahir et ne pas se faire détrôner. Contrairement aux pharaons masculins précédents, Hatshepsut gouverne plutôt de façon pacifique. En effet, sa politique étrangère s'appuie plus sur les échanges commerciaux que sur les guerres. Toutefois, on peut voir sur les murs de son temple funéraire de Daïr el-Bahari qu'il est fait mention de brèves campagnes militaires en Nubie, mais aussi d'une expédition maritime sur les côtes somaliennes. Donc, pas forcément, on va dire, un règne 100% pacifique, mais la plupart du temps, c'est le cas. De ces expéditions, il va être ramené, et de ces échanges aussi, parce qu'il n'y a pas que, on va dire, l'aspect militaire, il va être ramené en Égypte de l'or, de l'ébène, qui est un bois précieux, des peaux exotiques, de la myrrhe, qui sert pour l'encens, mais qui est aussi un produit de cosmétique, et des balsamiers, de façon générale. Le règne d'Hatshepsut se caractérise aussi par des constructions et des restaurations de monuments, comme l'ont fait ses prédécesseurs par ailleurs. Le but est double, car non seulement ça va permettre d'asseoir son pouvoir en tant que pharaon, mais aussi en tant que reine. Donc il y a une double fonction du fait que celle-ci entreprend une politique de construction et de restauration des monuments. À Thèbes, par exemple, son attention va se porter sur le temple du dieu Amon-Ré, dieu protecteur des pharaons. On verra le cas d'Amon-Ré dans une vidéo que
que je dédierai spécialement à lui parce que c'est un cas très intéressant, à Karnak. Et oui, Karnak qui existe, ce n'est pas que dans la momie, pour ceux qui ont du mal à le croire. Elle va plutôt ajouter dans ce qu'on appelle la chapelle rouge, qui est dédiée justement au dieu Amon-Ré, un reposoir de barque. Donc on peut supposer que c'était la barque d'Amon-Ré, c'était une représentation de la barque d'Amon-Ré sur lequel on a rajouté, on va dire, quelque chose. Mais aussi, elle va faire construire deux obélisques qui sont encore visibles de nos jours. Ce temple de Daïr al-Bahari est le monument que l'on relie le plus facilement à cette reine. Il s'agit d'un temple et d'un monument funéraire dans lequel, en fait, on glorifie plus ou moins cette souveraine. Il est principalement dédié à Amon-Ré et il comporte toute une série de chapelles consacrées à différents dieux. Nous retrouvons le dieu Osiris qui a eu quelques mésaventures, pour ceux qui connaissent un peu la mythologie égyptienne, mais ça on verra dans une vidéo dédiée à Osiris. Osiris, c'est, on va dire, le roi du monde souterrain. C'est le dieu qui va présider au moment du jugement des âmes, une fois que celle-ci sera passée sur la balance. Grosso modo, c'est ça. C'est le dieu, on va dire, qui va succéder à Anubis par rapport à cette fonction-là. Donc c'est le dieu des morts par excellence et de tout un tas d'autres choses, de tout un tas d'attributions, mais là, pour le coup, c'est pas forcément ce qui nous intéresse. Nous retrouvons le dieu Ré, dieu suprême, on va dire, de la mythologie égyptienne et du panthéon égyptien. Pour ceux qui ne voient pas, on va dire, la fonction du dieu Ré, le dieu Ré est, comment vous expliquer, c'est le dieu, on va dire, un des dieux les plus anciens, déjà, mais c'est aussi le dieu qui fait lever et qui fait coucher le soleil. Je m'explique. Les récits mythologiques veulent que Ré, dans sa barque, la figure de la barque se retrouve dans beaucoup, on va dire, de rites et d'histoires en Égypte. Le dieu Ré, dans sa barque, accompagné de d'autres dieux, dont le dieu Seth, ça peut surprendre, mais Seth fait partie de ces dieux qui accompagnent Ré. Dans cette barque, le dieu Ré, en fait, combat la figure, parce que c'est pas tellement un dieu, c'est plutôt une figure anthropomorphique, Apophis. Apophis, Apopis, Apep, vous allez retrouver les autres appellations, qui représentent le chaos, le néant. C'est un grand serpent qu'on représente sous la forme d'un très grand serpent, et qui est censé représenter tout ce qui est négatif. Ré combat ce grand serpent tous les jours, du lever jusqu'au coucher du soleil. Le but de la manœuvre étant que l'humanité, le monde ne sombre pas, on va dire, dans le néant le plus total et le chaos le plus total. Donc ça veut dire, c'est, on va dire, le négatif contre le positif, le yin et le yang. Si on veut, on va dire, résumer ça de façon très grossière, ça peut s'apparenter à ça. Nous retrouvons la déesse Hathor, fille de Ré, donc déesse solaire, qui est la déesse qu'on peut qualifier de nourricière des hommes et des dieux. C'est l'épouse d'Horus. C'est également la déesse en lien avec les morts, dans le sens où elle est gardienne de la porte de l'Ouest. Et en dernier lieu, on va retrouver le dieu que certains chercheurs, certains historiens qualifient de dieu, un des dieux des plus anciens, qui est le dieu Anubis. Le dieu Anubis, pour ceux qui voient un peu la tête qu'il a, c'est le dieu à tête de canidé. Alors j'utilise le mot canidé exprès parce que certains s'accordent à dire que ce n'est pas un chacal, d'autres certains s'accordent à dire que c'est un loup. Bref, on va dire canidé, comme ça tout le monde est content. Ce dieu, pour ceux qui c'est très flou, c'est le dieu qui va accompagner les âmes au moment, on va dire, de leur mort, entre guillemets. C'est un dieu qui est psychopompe, c'est-à-dire qu'il a un rôle important, mais c'est un dieu, on va dire, qui est lié à la mort, surtout. C'est également le dieu protecteur des embaumeurs. Il a un rôle, on va dire, qui est plus ou moins défini et différent selon, on va dire, les époques. À côté de toutes ces chapelles, on va retrouver également des chapelles dédiées à des ancêtres royaux. Donc on peut supposer que ce sont des membres de la famille ou d'anciens pharaons. À sa mort, Hatshepsut est enterrée dans la vallée des rois et non pas dans son monument funéraire. Elle est enterrée dans la tombe où son père a été déposé. En effet, on fait agrandir cette tombe pour qu'elle puisse accueillir une nouvelle dépouille. Vers la fin de son règne, toutefois, Hatshepsut ne va pas faire les choses à moitié. Elle va associer petit à petit Thoutmôsis III afin que ce dernier puisse prendre les rênes du pouvoir à sa mort.
donc elle l'associe plus ou moins aux affaires de l'État. Le règne de Thoutmôsis III va durer globalement 33 ans. Le caractère androgyne des représentations d'Hatchepsout pose quelques petits problèmes et on va comprendre pourquoi. Comme on l'a vu dans la partie précédente, Hatshepsut se fait représenter sous des traits masculins et non pas sous des traits féminins. Certains historiens y voient de la part de la reine une forme de méconnaissance en fait des conventions esthétiques de son époque. Or, on peut y voir au-delà de ça une volonté de la part d'Hatshepsut d'être reconnue en tant que souveraine à part entière et pas comme simple reine, simple spectatrice, mais comme on va dire, une souveraine ayant des facultés à régner sur l'Égypte comme le ferait n'importe quel pharaon masculin. On peut supposer qu'elle cherchait à ce que son règne reste dans les mémoires, ça c'est très clair. Ça met également en avant d'une certaine manière, et de façon assez indirecte, si on pousse un peu loin, la place de la femme dans cette société antique égyptienne. La reine joue également dans une autre mesure, et ça peut soulever, on va dire, des questionnements peut-être beaucoup plus contemporains. Cette confusion entre masculin et féminin, elle joue en fait un peu sur ce qu'on pourrait trouver, alors maintenant avec les questionnements de la recherche, sur ce qu'on pourrait voir comme une identité de genre, avec justement ce côté un peu identité hybride, de femme qui se fait représenter sous les traits d'un homme. Toutefois, il faut quand même rappeler que la question en fait de l'identité de genre à cette époque-là ne se pose pas vraiment. C'est pas, on va dire, les mêmes notions d'identité de genre comme on pourrait l'entendre aujourd'hui. Donc, il ne faut pas non plus, faut être très prudent, je pense, avec cette question-là, parce que ça peut vite en fait être tourné d'une manière qui n'est pas forcément peut-être en adéquation avec cette époque-là. Comme je l'ai expliqué, le fait que Hatshepsut se soit approprié le pouvoir, donc une femme qui se soit approprié le pouvoir, n'est pas très bien vécu par les membres masculins de la famille régnante. En effet, sur 33 ans que va durer son règne, Thoutmôsis III va passer plus de 20 ans à essayer de faire tout disparaître du règne d'Hatshepsut. Pour cela, qu'est-ce qu'il fait? Il entreprend de détruire tout l'héritage laissé par la souveraine, comme par exemple la destruction de ses statues, la dégradation de ses monuments, mais aussi la suppression de son nom dans la lignée royale, dans les listes de souverains royaux. On peut s'interroger sur les motivations réelles en fait de Thoutmôsis III à cette époque. Certains historiens y voient un acte de vengeance de la part de ce dernier, où on peut y voir aussi une volonté de gommer tout simplement ce règne qui n'est pas un règne masculin, qui est un règne en fait qui marque une interruption entre Thoutmôsis II, son père, et lui. Donc il y a peut-être une volonté plutôt de dire ce règne n'a pas existé, c'est moi qui ai régné, ce n'est pas elle. Il y a peut-être une volonté comme ça, on ne sait pas. Le règne d'Hatshepsut, par on va dire, toutes ces manifestations, est donc mis sous silence et il tombe petit à petit dans l'oubli jusqu'à les découvertes archéologiques du XIXe siècle. Dans le monde antique, contrairement, on va dire, aux femmes grecques, les femmes égyptiennes ont une place particulière, même si cela reste une société patriarcale. C'est une société qui mise en fait sur l'égalité homme-femme. Et on va voir sous quels aspects. Toutefois, je précise et je fais un disclaimer là-dessus parce que c'est important, ce n'est pas une société féministe ni une société égalité homme-femme comme on l'entendrait de nos jours. Donc, il faut vraiment faire très attention avec ces notions-là par rapport à l'Égypte ancienne, car ça n'a pas du tout lieu d'être. Donc, pour ne pas, on va dire, avancer des arguments qui n'ont pas lieu d'être, faites très attention à ça. Fin de la parenthèse. Dans les dynasties régnantes, à part pour fournir des héritiers, bien évidemment, aux souverains, la présence d'une femme, plutôt de façon générale, a un côté très rassurant. En effet, ça va tempérer, on va dire, le côté belliqueux, le côté colérique, vous savez, le côté un peu yin et yang, on va dire, d'un couple. La femme est sage, elle est modérée, elle est soumise, c'est un bien grand mot, mais bon, vous voyez un peu ce que je veux dire. Elle est, on va dire, d'une sagesse à toute épreuve, avec, on va dire, ce côté rassurant, la présence de la reine, on va dire,
fait qu'avec son mari, ils forment une entité bicéphale, avec, on va dire, une espèce de répartition des pouvoirs, une répartition des fonctions, selon, on va dire, les capacités de chacun. Et encore, on se doute que la part du lion, c'est plus le pharaon qui va l'avoir que son épouse. Le pharaon peut avoir plusieurs épouses et un nombre incalculable de concubines. Ça a été le cas, par exemple, pour Ramsès, qui a eu, on va dire, j'avais vu à peu près entre 5 et 8 épouses et un nombre de concubines énorme. Je me suis arrêtée de compter parce qu'il y en avait beaucoup. Toutefois, cette attitude ne se retrouve pas chez le peuple. Car, comme vous vous en doutez, plus on a d'épouses, plus ça revient très cher. Et donc, quand on est un petit paysan, on va dire, ou un ouvrier moyen de cette époque, on n'a pas les moyens d'entretenir plusieurs épouses. Et surtout, en fait, le problème que ça pose, c'est que il peut y avoir des problèmes d'héritage. Donc, c'est plus, on va dire, une attitude qu'on va retrouver plus chez les pharaons que chez le peuple en temps normal. L'épouse principale du pharaon, parce que oui, il y a une épouse principale, est soit une de ses sœurs, soit une de ses filles. Et là, j'entends dans les commentaires le mot commençant par un i. Alors, je vais faire une petite parenthèse sur le sujet, puisque ça s'impose. Il ne faut pas oublier que c'est l'époque qui voulait ça. Parce qu'il y avait une histoire d'aura divin, il y avait tout un tas de notions qui rentraient en ligne de compte. La plupart des pharaons ont pris des membres très proches de leur famille comme épouse. Ça n'a rien de choquant pour l'époque. C'est au contraire, c'est dans les mœurs. Personne ne s'en étonne, personne, on va dire, ne s'insurge contre ça. C'est, on va dire, dans la normalité, ça ne choque personne. Ça peut choquer de nos jours parce que les mentalités ont changé, mais à l'époque, ça ne choquait personne. C'était, on va dire, dans la norme. Il ne faut pas oublier qu'en France, par exemple, jusqu'à une période très récente, les rois de France épousaient leurs cousines ou leurs cousins au premier, deuxième, troisième degré. C'est peut-être pas quelque chose, on va dire, qui est commun, mais les rois de France, en France, faisaient pareil jusqu'à une période très récente. Même l'aristocratie le pratiquait. Donc, on va dire, il ne faut pas s'insurger de quelque chose qu'on faisait nous-mêmes. C'est différent, vous allez me dire, entre épouser sa fille et épouser sa cousine, c'est très différent, nous sommes d'accord, mais la pratique est la même. C'est-à-dire qu'on pratique le mot commençant par un i, on le fait, tout le monde le sait, mais personne, on va dire, ne s'insurge contre ça parce que c'est dans les mœurs. Donc, je fais cette parenthèse pour vous faire bien comprendre que oui, ça se pratiquait, oui, il y avait des conséquences derrière, mais ce n'était pas quelque chose de choquant. Donc, je tiens à faire cette parenthèse comme ça, tout le monde, on va dire, est au parfum, et je ferme cette parenthèse maintenant. Cette épouse principale a plusieurs rôles, comme celui de conseillère. Quand une femme est placée sur le trône, c'est avant tout, on va dire, pour garantir et protéger le système patriarcal. Comment elle le garantit? En faisant, on va dire, un rôle de régente, comme Hatshepsut l'a fait par rapport à Toutmose III, ou en gardant, on va dire, les rênes du royaume pendant que son mari part à la guerre. Donc, en fait, elle a un rôle intérimaire. Toutefois, ces règnes courts au féminin ne se caractérisent pas forcément par des bouleversements caractérisés. Ces règnes au féminin ont du mal à se démarquer par rapport à ceux des hommes. Donc, en fait, ça reste quand même des règnes, on va dire, qui sont pas, on va dire, qui ne cassent pas des briques, en fait, si je peux dire ça comme ça. Il y a des exceptions, nous sommes d'accord, mais de façon très générale, c'est ça. Ces femmes au pouvoir avec le pharaon font partie d'un ensemble. Le pharaon aime bien s'entourer de femmes, notamment des femmes de sa famille, de cousines, de sœurs, de mères, enfin bon. Tout cet environnement féminin a un côté rassurant pour le pharaon parce que ces dernières vont avoir des rôles assez complémentaires. Par exemple, on va dans la spiritualité. Dans la spiritualité, ce qu'on peut noter, c'est qu'il n'y a pas de différence entre la pratique féminine et la pratique masculine. C'est les deux sexes qui pratiquent de la même manière. Et surtout, dans la spiritualité, la femme peut être d'un très très grand soutien. On peut noter par exemple la réforme Akhenaton, Nefertiti sera d'un très très grand soutien par rapport à Akhenaton dans sa réforme du système religieux égyptien au moment de son règne. Alors ce système, en quoi ça consiste? Grosso modo, ça va être une tentative d'imposer du monothéisme, donc on va dire une religion où il n'y a qu'un seul Dieu, à une
population majoritairement, on va dire très majoritairement polythéiste, donc vénérant plusieurs dieux. Ce que Akhenaton va chercher à faire, c'est imposer le culte d'Aton. Aton sera, on va dire, le dieu solaire, on va essayer de faire en sorte qu'il soit le seul dieu vénéré en Égypte. Cette réforme va totalement échouer et entraîner, on va dire, un désamour du règne d'Akhenaton par rapport à ça. Il va se passer, on va dire, ce qui s'est passé exactement pour Hatshepsut, c'est-à-dire qu'on va essayer d'effacer, de gommer le règne d'Akhenaton, parce que c'est un règne qui a été un règne très dur à ce niveau-là et que personne ne veut s'en souvenir. Toujours, on va dire, sous le règne d'Akhenaton, on va avoir, par exemple, sa mère qui va assurer des fonctions diplomatiques, car on lui trouvait de grandes capacités de diplomatie à cette époque-là. Donc, qu'est-ce qu'il faut en conclure? C'est que les femmes peuvent avoir, en plus d'être des conseillères, sont d'un très grand soutien, voire peuvent occuper carrément des fonctions en adéquation avec leur qualité. C'est-à-dire, la femme est diplomate, on va la mettre plutôt à un poste de diplomate, comme ça a été le cas pour Ti, la mère d'Akhenaton. Elles occupent aussi des hautes fonctions, notamment dans tout ce qui est, notamment des postes de fonctionnaires ou comme par exemple le poste de vizir. Toutefois, si les femmes de la famille royale ont des privilèges, la femme égyptienne du peuple, c'est-à-dire la femme moyenne, jouit également de ce statut privilégié au sein de cette société. La femme égyptienne jouit de certaines libertés de mouvement, elle jouit d'une forme d'égalité avec les hommes, c'est ce que je vous ai expliqué. La société égyptienne se veut être une société égalité homme-femme, je précise. Toutefois, il ne faut pas y voir une société féministe, comme on l'entend aujourd'hui, ni une société égalité homme-femme, comme on pourrait l'entendre aujourd'hui. Il faut rester, en fait, il faut ne pas oublier que c'est une société patriarcale et une société antique. Donc, même si les femmes ont une grande liberté de mouvement, elles restent quand même malgré tout, d'une certaine manière, sous la chapeauté des hommes. Donc, c'est pas une société égalité homme-femme ou féministe, si on pousse le bouchon plus loin, à proprement parler. Les femmes égyptiennes ont énormément de droits et énormément de libertés. Ça, c'est indéniable, mais en non. Elles peuvent avoir une indépendance financière, elles peuvent gérer des entreprises et elles ont accès à certains métiers comme tisserande, brasseuse, scribe, qui est un métier très important pour l'époque. Elles peuvent pratiquer la médecine, elles peuvent participer aux récoltes, elles peuvent occuper, on va dire, des fonctions extrêmement nécessaires pour la société égyptienne de l'époque. Elles peuvent intenter des procès, elles peuvent récupérer leur dot quand elles sont mariées, bien sûr, et leur dot après un divorce. Donc, elles ont quand même, au niveau de la loi, un certain nombre de recours. Elles peuvent se remarier également sans demander l'avis de personne. Si on va un peu plus loin en dehors, on va dire, de l'Égypte, cela ne se retrouve pas, en fait, dans d'autres sociétés antiques de l'époque. On va prendre l'exemple, par exemple, de la femme grecque. La femme grecque, pour vous montrer un petit peu la différence entre une femme égyptienne et une femme grecque, la femme égyptienne a des libertés, on va dire, qui sont des libertés extrêmement larges. La femme grecque est considérée comme une éternelle mineure. Concrètement, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'elle est toujours sous la coupe d'une entité masculine. Ça va être, quand elle va être jeune fille, jusqu'à son mariage, ça va être son père, son frère, son oncle, tout ce que vous voulez. Et quand elle va se marier, ça va être son mari. Et elle n'a, on va dire, aucune, on va dire, place réelle dans la société grecque de l'époque. C'est vraiment une société très patriarcale où c'est les hommes qui décident de tout, avec la possibilité de travailler, parce qu'on a bien vu que les femmes égyptiennes pouvaient travailler dans certains domaines. On peut se demander comment ça se passe au niveau des salaires ou tout ça. Ben en fait, la femme égyptienne, c'est grosso modo, avec son homologue masculin, à compétences égales, salaire égal. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différenciation entre les compétences féminines ou masculines.
tout le monde gagne la même chose, qu'on soit un homme ou une femme. Pour l'éducation des enfants, c'est pareil. Il n'y a pas de différence entre les garçons et les filles, de même que la reconnaissance dans la famille à leur naissance est exactement pareil. Donc, il y a vraiment une volonté, on va dire, de mettre les femmes et les hommes sur un même pied d'égalité de façon générale. Devant la loi, on a vu que la femme peut attenter des procès, elle peut divorcer, elle peut faire tout un tas de choses sans, on va dire, avoir besoin de qui que ce soit. Devant la loi, elles ont les mêmes droits que les hommes. Donc ça, on l'a vu tout à l'heure. Elles peuvent se défendre leurs droits devant les tribunaux sans avoir, on va dire, à se justifier. Quand elles se marient, la femme égyptienne peut garder son nom et elle peut aussi, dans une certaine mesure, même s'il y a un contrat de mariage, elles peuvent conserver leurs biens et les gérer comme elles l'entendent. Les biens, enfin, on entend surtout la dot. Quand la femme divorce, et là le cas du divorce est quelque chose, on va dire, de assez particulier parce que dans beaucoup par exemple chez les Grecs, la répudiation, c'est les hommes qui décident. C'est pas la femme qui décide, c'est l'homme qui répudie sa femme pour une raison ou une autre. Et ça se retrouvera aussi chez les Romains. En Égypte, les femmes peuvent demander le divorce et avec cela, elles peuvent intenter des procès pour récupérer les biens du ménage, donc récupérer aussi leurs biens. Et elles ont aussi la possibilité de gagner ces procès. Grâce à cela, elles ont la possibilité de se remarier, elles peuvent faire ce qu'elles veulent. Si c'est le mari qui demande le divorce, parce qu'il n'y a pas que les femmes, il y a aussi les hommes qui peuvent le demander, il doit céder une partie de ses biens à son ex-épouse. Et l'inverse est pareil, dans une moindre mesure. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que les hommes et les femmes en Égypte, à cette époque-là, à ce niveau-là, au niveau du divorce, sont, on va dire, à peu près égaux. Même s'il va y avoir peut-être, certains vont y voir un peu de favoritisme du côté féminin que du côté masculin, mais je pense que c'était très minime. Il faut vraiment voir qu'en fait, des deux côtés, en fait, les droits sont les mêmes. Donc ça veut dire que la femme divorce, elle donne une partie des biens à son mari, peut-être moins, mais elle en donne, et l'homme, quand il divorce de sa femme, ben c'est pareil. Toutefois, malgré ce caractère libre, et je vais très lourdement encore insister là-dessus, le mari reste quand même très responsable déjà du bien-être de sa femme, parce que bon, il faut quand même pas oublier que c'est une société patriarcale. Le caractère particulier du règne d'Hatshepsut contribue à la faire entrer dans l'histoire pour plusieurs raisons. Le caractère androgyne de ses représentations renforce ce côté assez particulier de son règne, mais aussi ce côté intrigant et mystérieux que pourrait avoir encore la reine Hatshepsut. Même si de son temps, son règne a été... on a cherché à le gommer, on a cherché à y mettre un coup de mascara et basta pour histoire de le rier. Il refait surface à partir de fouilles archéologiques en 1822 où on redécouvre, on va dire, son règne, son nom sur les murs du monument, enfin du temple de Dahir al-Bahari par les archéologues. Donc concrètement, ce qu'il faut comprendre dans tout ce bazar, c'est que au 19e siècle, on se repassionne pour le passé, il y a un véritable engouement pour la redécouverte du passé. Toutes les découvertes archéologiques un peu partout. On a, on va dire, cette espèce de passion pour l'antique. Et malgré le fait que Toutmosis III ait tenté tant bien que mal pendant plus de 20 ans, donc sur 33 ans, 20 ans à faire ça, c'est quand même très long, pendant 20 ans à essayer de faire disparaître totalement ce règne, il va quand même encore rester des mentions du règne d'Hatshepsut sur le temple de Dahir al-Bahari. Et ce sont ces mentions-là que les archéologues vont découvrir. Et c'est à partir de ces mentions-là qu'on va essayer d'en découvrir davantage sur cette reine. Et pour qui, en fait, qu'on se prend de passion pour elle et qui fournit encore, on va dire, des informations, même encore à l'heure actuelle. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a intéressé, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous remercie d'avance de m'avoir écouté. Je sais que c'est pas évident, c'est un sacré morceau. J'ai fait au mieux, mais j'espère que les petites informations que je vous aurai fournies vous auront intéressé. À très bientôt.